divertissement des personnes qui vont participer en fait à la table d'échange. Donc, on a des enseignants qu'on a invités qui vont témoigner avec nous. On va aller en mode galerie tantôt après la fermeture en fait de mon partage d'écran. Puis les personnes qui vont parler vont toujours être placées à l'écran. Donc, c'est pour ça qu'on va vous inviter, comme l'image que vous voyez présentement, de fermer le microphone et fermer la caméra. Si vous désirez intervenir, il va y avoir des périodes, on va poser des questions envers le public. Et si vous désirez intervenir, on va vous demander d'activer vos périphériques pour être capable de poser la question et d'échanger aussi avec les participants. On a aussi M. Gendron, l'honorable M. Gendron, qui va faire la gestion des commentaires et des questions dans le clavardage. Il va les ramener en fait à la table d'échange. On va débuter dans 2 petites minutes. Bonjour, M. Bélanger, Mme Ouellette. Donc, on voit les personnes arriver tranquillement. Allô? Allô, c'est Sonia? Oui. Oui, excellent. Super. Donc, quand je vais désactiver en fait mon partage, on va revenir en mode et là, on va voir les caméras de tout le monde. Je peux déjà arrêter le partage. Avant ça, tout simplement, comme vous le voyez sur l'image, il y a des boutons pour activer, désactiver le microphone. On a tout simplement de cliquer en bas à gauche. Et si vous désirez chatter, converser avec des personnes, poser des questions, c'est avec le menu ici. Et un item dans la fenêtre va apparaître pour aller poser des questions. On va tester le clavardage dans quelques secondes. Et je vais arrêter mon partage d'écran à l'instant pour se revoir. Donc, on a 24 participants présentement. Il y a sûrement d'autres personnes, mais on va débuter tranquillement. Donc, je me présente, Nelson Jean, je suis conseiller pédagogique au Cégep de Rimouski. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, avec M. Gendron qui est à l'aide dans le clavardage. Donc, on a une belle heure et demie devant nous pour échanger. En fait, le sujet de la table d'échange d'aujourd'hui, en quoi la formation à distance a changé mon rôle d'enseignement. Vous allez voir que parfois c'est volontaire, parfois c'est imposé, mais comment vit-on le changement? C'est des questions qu'on va voir tout au long de la présentation d'aujourd'hui. C'est une table d'échange, donc on va échanger, on va essayer de respecter tout le monde dans les propos. Donc, si vous avez des commentaires toujours positifs le plus possible dans le clavardage, les personnes qui ont été invitées sont ici de façon volontaire, ils veulent partager avec vous en fait, leur expérience, leur vécu, afin de vous outiller, afin de vous amener vers la formation à distance. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont déjà fait la formation, peut-être que c'est un projet, peut-être que ça s'en vient avec la prochaine cohorte. Donc, vous allez voir qu'on peut tous passer par ce processus-là. C'est un processus, selon moi, qui est très gagnant pour l'ensemble des acteurs en soi. Il suffit juste de volonté, de volonté, mais aussi d'intérêt. Donc, j'amène tout le temps la philosophie, c'est que quand on est devant le changement, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, ma position par rapport à ça, c'est que j'aime mieux surfer sur la vague que d'affronter la vague. Donc, oui, c'est des changements qui, vous allez le voir aujourd'hui. On a plein de belles questions avec ça. Donc, on avait invité plusieurs personnes à la table d'échange. Il y a eu des accidents, des maladies. Donc, c'est des choses qui arrivent. On n'a pas le contrôle sur tout, malheureusement. Mais on a l'heureux plaisir d'accueillir Sonia Leblanc, Hélène Berry et Julie Mercier qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Donc, première question et en même temps, on va débuter avec ça. On veut que chaque participant à la table d'échange puisse se présenter, l'établissement dans lequel il provient, l'expérience en enseignement, la modalité dans laquelle vous enseignez, depuis quand vous faites de la FAD et aussi le nombre d'étudiants en FAD. Donc, je vais prêter la parole à Mme Sonia. Donc, Sonia, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Sonia Leblanc. Donc, je suis professeure substitut en sciences infirmières pour l'UQAR. Je suis à l'UQAR depuis 2004
Et en fait, je suis déménagée en Gaspésie en 2009 pour participer justement au changement d'amener le programme DECBAC en sciences infirmières en Gaspésie. Donc, c'était vraiment un projet pour faciliter l'accès à la formation dans la région, contribuer à la rétention des jeunes infirmiers, infirmières, puis à l'attraction aussi. Donc, j'enseigne depuis 2006, en fait, plus spécifiquement, mais depuis 2010 en téléenseignement. Puis la modalité dans laquelle vous enseignez présentement? C'est ça, c'est le téléenseignement, en fait, plus spécifiquement, depuis 2000. En fait, on a amorcé l'enseignement téléenseignement depuis 2011, l'hiver 2011. Okay. Et le nombre d'étudiants que vous avez? Oui, en fait, ça varie, mais en moyenne, je dirais on maintient des groupes classes là, d'autour de 25 étudiants, mais on enseigne sur 2 sites décentralisés. Là. On n'a pas ouvert à plus que 2 sites. Donc, il y a une classe dans un établissement d'enseignement à New Carlisle et une salle de téléenseignement au Cégep. Puis, pour chacun des sites, bien, grosso modo, ça varie entre 10, 12, 15 étudiants par site. Excellent. Puis tantôt, vous aviez dit que vous avez été amené à aller vers Gaspé, mais est-ce que c'était une volonté de votre part? Est-ce que ça a été imposé de la part de votre direction? Totalement. C'était vraiment... J'étais impliquée directement dans le projet, là. OK. Donc, c'est vous qui avez amené ce projet-là à l'UQAR. Vous faisiez partie, en fait, des décisions, là. Oui, tout à fait. En fait, je déménageais en Gaspésie en 2009 parce que mon ex-conjoint a eu un emploi ici et avec la collaboration, en fait, la confiance de toute l'équipe du département des sciences infirmières. On a travaillé beaucoup en collaboration aussi avec la formation continue. Bien sûr, le service de la formation continue est directement au cœur du projet de décentralisation, mais disons que l'idée est venue le projet est venu de mon initiative, si on veut, mais c'est vraiment un travail d'équipe qui a permis, puis même en fait, on a formé un comité de travail avec des gens du milieu de la santé, du Cégep. Le Cégep a été vraiment un partenaire extraordinaire là, dès le départ dans ce projet-là. On travaille beaucoup en collaboration. Donc, c'était vraiment un projet pour permettre aux infirmières de la région de se former sans avoir à quitter la région. Puis on sait qu'il y a des grands besoins là, dans le réseau de la santé partout au Québec, mais particulièrement en Gaspésie aussi. Il y a vraiment des besoins criants là, de ressources. Donc, pour éviter l'exode des jeunes infirmières à l'extérieur, parce qu'on sait que de plus en plus, en fait, l'Ordre des infirmières a travaillé beaucoup sur l'importance de la formation au baccalauréat. Donc, la formation au collège est très bien, mais ce qu'on dit, c'est que ça prend une poursuite pour vraiment le déploiement de toutes les compétences professionnelles de l'infirmière. C'est bien qu'ils poursuivent à l'université. C'est ce qui est vraiment promu, en fait, là. C'était pour permettre ça, permettre de garder les jeunes en région. Puis, en fait, ça a même amené une attractivité. Là. Il y a des infirmières, des gens qui ont quitté la Gaspésie pour aller faire leur formation collégiale ailleurs, même, et qui sont revenus par la suite et poursuivre au bac ici. Excellent. Donc, des personnes qui étaient allées étudier pour aller s'en aller dans des grandes villes, mais en même temps, l'offre de services que vous avez offert répondait à un besoin, ils sont revenus pour combler, en fait, des besoins dans le marché du travail. Tout à fait. En fait, je peux comprendre que quand on arrive à 17-18 ans, on peut avoir envie de goûter à autre chose. Moi-même, je suis native des îles de la Madeleine, je suis partie à 17 ans pour étudier, puis j'avais bien hâte de connaître la ville. Mais les gens des régions, on aime beaucoup la qualité de vie qu'on a en région. Puis après avoir goûté à la ville, bien souvent les jeunes aiment bien revenir dans leur patelin. Puis ça permet justement de les accueillir et de leur permettre de poursuivre leur études. Il y a même, en fait, il y a la formation à la maîtrise en sciences infirmières qui est même offerte aussi à distance maintenant en Gaspésie. Excellent, super. Bien, merci Sonia pour le partage. On va aller voir Mme Derry maintenant. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, ça m'a été imposé la formation à distance, mais un choix que j'ai accepté, avec plaisir d'ailleurs, parce que j'apprécie beaucoup. Je suis enseignante à l'éducation des adultes en mathématiques sciences à la commission scolaire des Monts et Marais. J'ai environ une quinzaine d'élèves que je suis là, régulièrement toute l'année, été comme hiver. Je donne aussi la formation d'été. Plus compliqué, c'est les laboratoires en sciences, mais on se donne rendez-vous, on vient les faire à l'école.
J'utilise comme plateforme, j'utilise surtout le iPad où je vais faire des petites démonstrations vidéo là, avec Explain Everything. Là. J'ai pas encore de visio avec mes élèves. OK. C'est vraiment le support, en fait, que vous offrez. Oui, parce que nous, c'est de l'enseignement individualisé. Ça fait que j'ai du support. Ils m'écrivent, Hélène, et dit ça marche pas avec tel problème. Fait que là, je les écris ou je fais une petite démonstration vidéo pour les aider. Donc, la modalité en soi est plus en asynchrone que synchrone. Oui. OK. Les étudiants, leur niveau d'habileté avec les technologies, c'est-tu facile avec eux ou c'est plus complexe? Non, ça va assez bien, ça, mais l'exigence, c'est qu'il y ait accès à Internet parce que je communique qu'avec Internet. Courriel ou Messenger ou texto, là, mais il faut qu'il y ait accès surtout Internet. OK. Ça fait combien d'années que vous enseignez en tant qu'enseignante? En tant qu'enseignante, ça fait environ 25 ans que je fais des maths sciences. Ça fait 5 ans que je suis en formation à distance. OK. Excellent. Donc, c'est vraiment, ça a été imposé pour répondre en fait aux besoins de la clientèle un petit peu plus. C'est un nouveau projet parce qu'il y avait présence enseignant 2 heures semaine le soir, puis la clientèle venait pas. Fait que la directrice a décidé, elle dit j'ouvre, il dit distance, technologie, il dit l'élève ne sera plus obligé de venir à l'école. Elle me l'offre, elle voulait ouvrir l'été aussi. L'enseignant qui était là, il dit je veux pas le faire technologie, je veux pas le faire l'été. Elle vient me voir et dit ça te tente-tu de l'avoir? Ben oui, je vais l'essayer si tu me permets d'être chez nous l'été, puis il dit une tablette pour travailler. Puis là, vous m'avez ouvert une question qui mettra dans la tête. Votre horaire de travail, ça ressemble à quoi? Je suis en présence élève habituellement 20 heures de jour. Et le soir, je fais la FAD là, le soir ou dans mes périodes libres. Donc, vous répondez à tout moment de la semaine? N'importe quand. Moi, je réponds n'importe quand, oui. Je dis à mes élèves, puis surtout la FAD, c'est des élèves qui sont en formation professionnelle, nous autres, ou bien ils sont sur le marché du travail. Ça fait que je lui dis, vous êtes libre les fins de semaine, je vais vous répondre les fins de semaine. OK. Puis c'est comme un petit peu un horaire atypique en soi. C'est pas un horaire qui est très, très conventionnel. Non, non. Puis vous, comment vous vivez ça avec votre vie de famille? Famille. Mes enfants sont tous partis. Fait qu'ils travaillent tous les 3. Mon conjoint travaille à l'extérieur. Ça fait que j'ai comme du temps en masse à lui donner. OK. Donc, vraiment, l'offre qui est offerte à vous, ça répond exactement à votre mode de vie un petit peu. Oui. Puis comme on travaille avec Internet, je peux me permettre de voyager pareil puis lui répondre à distance. Excellent. Super. Ben, merci, Mme Derry, pour le partage. De rien. Madame Mercier, maintenant. Bonjour. Alors, effectivement, Julie Mercier. Moi, je travaille pour Extra Formation, qui est le service de la formation continue du Cégep de la Pocatière. Alors, j'enseigne depuis une dizaine d'années, mais je vous dirais que ça fait probablement tout près de les 3/4 de mon expérience d'enseignante a été fait à la formation à distance parce que nous, ça fait quand même longtemps que le service ici offre tous les diplômes, toutes les attestations d'études collégiales sont données à distance. Au niveau des modalités d'enseignement, moi, j'utilise, en fait, j'ai une formule qui est généralement hybride dans la plupart de mes cours. Je pense que je vous ai pas mentionné que j'enseignais principalement la bureautique. Alors, j'interviens dans différentes attestations d'études collégiales qui comportent des cours en bureautique, mais j'enseigne principalement dans un programme qui s'appelle bureautique, comptabilité, anglais des affaires. Et la majorité de mes cours ont une formule hybride en ce sens que j'ai des activités synchrones et des activités asynchrones. Donc, pour mes activités synchrones, de façon générale, ici au Cégep, on utilise VIA. Et au niveau des activités asynchrones, j'utilise la plateforme Moodle. Alors, c'est principalement les 2 outils que j'utilise. Au niveau du nombre d'étudiants, c'est variable d'une cohorte à l'autre. Je vous dirais le maximum que j'ai eu, c'était près de 30. Ce qui est quand même beaucoup de monde quand on est dans une classe virtuelle parce que ce n'est pas comme du téléenseignement où on a plusieurs personnes regroupées dans un même écran. Là, on a vraiment du monde qui est un peu partout et donc ça peut faire beaucoup de petits écrans quand on surveille des examens, par exemple. Mais généralement, ça tourne plus autour de, je vous dirais la moyenne, c'est peut-être plus autour d'une quinzaine. 15-18 étudiants. Des fois, c'est des plus petites cohortes aussi, dépendant des programmes, dépendant du moment dans le parcours aussi, parce que comme tout programme, des fois, on commence en lion puis on finit moins fort. Des fois, on a moins
de départ, mais parfois, il arrive qu'on commence avec des plus gros groupes dans l'espoir de maintenir quand même une certaine quantité d'étudiants. Alors, pour ce qui est des raisons, en fait, qui nous ont amenés à utiliser la formation à distance, je pourrais vous dire c'est imposé, mais j'aime pas le terme parce qu'en fait, c'était quand même un choix qu'on a de participer à un projet de formation à distance. Mais moi, j'étais très intéressée par le sujet. Et il faut dire qu'ici, au Cégep, on a été très bien accompagnés par nos conseillers pédagogiques, mais aussi, ça s'est fait quand même graduellement parce que le Cégep de la Pocatière a un campus. On a le centre d'études collégiales à Montmagny. Et à une certaine époque, on avait des étudiants à Montmagny, des étudiants à la Pocatière. Alors, quand j'ai commencé la formation à distance, une semaine, j'étais en classe à la Pocatière avec les étudiants de Montmagny qui étaient en ligne. Et la semaine suivante, je faisais l'inverse. J'allais enseigner à Montmagny, c'est les étudiants de la Pocatière qui étaient à distance. Donc, ça nous a vraiment permis de le faire de façon assez graduelle. Et à un moment, on a le service a statué ici et a dit on fait le virage en formation à distance pour toutes nos AEC. Faut comprendre aussi que le Cégep de la Pocatière n'est pas le plus petit cégep dans le réseau, mais il est le cégep qui est installé dans la plus petite agglomération. Alors, nous, nos attestations d'études collégiales, quand venait le temps d'avoir des étudiants pour partir nos programmes, on devait aller puiser dans un bassin de population en dehors de notre région. Et maintenant, c'est une des particularités que j'aime dans l'enseignement. Dans mes cohortes, j'ai vraiment des étudiants qui sont partout au Québec, de la Gaspésie, Côte-Nord, l'Outaouais. On en a déjà eu dans d'autres provinces. Donc, on en a en Abitibi. J'ai des étudiants qui me disent toujours, c'est formidable, j'aurais pas eu accès à cette formation-là dans ma région. Alors ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît particulièrement. Excellent. Il y a quelques mots qui m'ont vraiment que j'ai aimé dans votre discours. L'accompagnement. C'est un projet comme ça ne se fait pas seul en tant qu'enseignant, mais va se faire accompagner de l'équipe pédagogique, de l'équipe technique. Il y a des responsables dans vos milieux aussi qui sont là pour répondre à ces besoins-là. Puis, c'est le terme aussi qui est revenu, c'est un projet en soi. Puis, vous avez fait part, en fait, du projet. Donc, oui, parfois, c'est imposé, mais jusqu'à quel point c'est imposé lorsque les personnes ont de l'intérêt par rapport à ça. Madame Derry, vous avez soulevé tantôt, c'est une quinzaine d'élèves que vous avez en laboratoire. C'est vraiment mathématiques et sciences. Oui, j'ai entre 15 et 20 élèves. Cette année, j'en ai 15. L'an passé, j'en ai eu 22, 23. Là, ça fait que c'est variable. C'est vrai. Il y a des choses aussi tantôt que Mme Mercier parlait, c'est d'être capable de garder les étudiants. On va en parler, des questions de même, la motivation. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça? D'autres questions. Donc, comment, oui, parfois, on a eu de l'intérêt, on s'est pas inspiré, mais on a embarqué dans le changement. Mais vous, en tant qu'enseignant, que ça fait plusieurs années que vous étiez dans un contexte traditionnel, comment avez-vous fait face au changement? Puis l'autre sous-question que j'ai avec ça en même temps, c'est quoi vos habiletés avec les technos? Donc oui, on travaille avec des environnements numériques d'apprentissage. Parfois, ça peut être complexe, parfois, ça peut être simple. Mais vous, vos habiletés avec les technos, c'est quoi? Donc, comment votre réaction face au changement? Et l'autre question, vos habiletés avec la techno. Donc, Sonia, je te laisse la parole pour débuter. Oui, d'accord. Bon, en fait, je pense que c'est beaucoup une question d'attitude. L'attitude est super importante quand on amorce un changement de cet ordre-là. Moi, personnellement, j'étais pas réfractaire du tout à l'aspect technologique, mais je n'étais pas particulièrement une experte non plus. Je me réfère toujours à mon expérience antérieure quand j'ai amorcé mes études au baccalauréat. Je n'avais jamais travaillé tant que ça avec un ordinateur parce que j'étais infirmière clinique à l'urgence de Rimouski à cette époque-là. Puis, parfois, je vivais de l'incertitude par rapport à mes travaux. J'avais peur d'avoir perdu un travail pour avoir fait une mauvaise touche. Puis, mon ex-conjoint me disait toujours, Sonia, le problème, il y a 10 pouces de l'écran. ça ne sautera pas dans la face.
C'est que c'est comme ça que j'ai abordé aussi le téléenseignement. Puis, en fait, on a eu un soutien extraordinaire de la conseillère pédagogique Marie-Hélène Bergeron au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, Martin Pellan comme technicien au Cégep. Ça aide énormément d'être soutenu, justement, d'avoir la collaboration, du soutien de personnes plus expertes. Fait que, il faut accepter que, justement, il y a une progression dans les apprentissages, là. Et de se rappeler que c'est des outils, en fait. Et, il faut apprendre à les utiliser tout simplement. Tu t'es expliqué quelque chose, puis j'aimerais ça revenir. C'est que toi, Sonia, tu travailles pour l'UQAR, mais tu t'as parlé de collaboration avec le Cégep de la Gaspésie. Peux-tu m'en expliquer davantage par rapport à ça? Oui, bien en fait, c'est que, l'UQAR, il y a 2 campus principaux, Rimouski et Lévis. Mais en étant en Gaspésie, nous, on utilise les locaux, les équipements et aussi l'expertise du Cégep. Donc, moi, quand je suis arrivée en Gaspésie, on m'a installée dans un bureau au Cégep. Donc, justement, je collabore directement avec les personnes ressources du Cégep. J'ai été très bien accueillie. Donc, ça, c'est vraiment... Et aussi, justement, le partage de l'expertise. Le Cégep était heureux de nous accueillir et en fait, nous, on recrute les étudiants finissant du Cégep. Donc, c'est vraiment un échange très, très appréciable. C'est un peu l'esprit même de Fadio pour en remettre. C'est que Fadio, il y a une collaboration qui s'effectue à travers Interordre, en plus, à travers les établissements dans le réseau. Donc, c'est vraiment intéressant pour développer de la formation à distance. Donc, Mme Derry, à votre tour. Merci, Sonia. Donc, comment vous avez fait face au changement et vos habiletés avec les technos? Est-ce que vous étiez une king du iPad à l'origine ou vous avez appris? J'ai appris avec l'iPad. Je ne connaissais même pas. Tout ce que je savais, c'est qu'on pouvait écrire directement sur la tablette. Mais il a fallu que j'apprenne à chercher les applis, puis je travaille un peu fort, oui. Parce que je n'étais pas très techno, mais pas peureuse, par exemple. J'aime ça foncer, j'aime ça apprendre. Et je développe de plus en plus là, les applications, puis j'apprends moi aussi. Et au niveau de vos applications, est-ce que vous avez été orienté vers des outils ou c'est vous-même, par vos recherches, que vous avez retrouvé des choses? Bien, il y a quelques-unes qui m'ont été proposées. Je suis allée voir, j'aime pas. Il y en a d'autres, c'est de la recherche que j'ai fait là, pour en trouver, oui. Puis là, présentement, vous avez un coffre outils d'application qui répond à vos besoins? Oui. Excellent. Puis là, je vise pour faire de la visio, qu'on se voit en direct, l'élève et moi, là, éventuellement, là, oui. La prochaine étape, excellent. Oui, c'est ma prochaine étape. Puis tantôt, vous avez dit que vous avez été imposé au changement, mais est-ce que ça vous a stressé en tant qu'enseignante de carrière de dire... Non, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Okay. C'est rendu là, je pense. Dans votre carrière, vous aviez besoin de changement. Oui. Puis la FAD a répondu un peu à ce besoin-là. C'est ça. Oui. OK. Excellent. Merci. Julie, à votre tour. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que en partant, je suis une personne qui est très peu résistante au changement. Fait que ça aide beaucoup parce que j'avais des inquiétudes, comme tout le monde, quand on se retrouve une première fois devant notre ordinateur, qu'on n'a pas les gens autour de soi, on est face à des situations qu'on n'avait pas pu prévoir et il faut donc avoir des ressources et être capable de composer avec de l'imprévu dans une situation de classe, évidemment. Par contre, ce qui, moi, m'aidait beaucoup, c'est que je vous ai mentionné que j'étais une enseignante principalement bureautique. Donc, c'est sûr que déjà, moi, l'utilisation de l'ordinateur, sans connaître tout ce qui se passe, je ne suis pas informaticienne non plus, je connais bien les applications, mais j'avais peut-être une petite longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui utilise moins l'ordinateur. Donc ça, c'était quand même aidant. Le fait que j'avais de l'intérêt aussi au niveau de l'adaptation, je vous ai mentionné le soutien, mais on a partagé beaucoup entre des enseignants qui vivaient des situations similaires. Alors, on apprenait des bons coups de nos collègues. « Ah, je savais pas, tu peux faire ça comme ça. » Puis « Ah, super. Ah oui, tu fais ça dans tes examens. » Et donc ça, on a développé une forme de communauté ici de pratique qui nous permettait
de nous aider. Et moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'outils quand même où c'est très, très bien documenté. Moi, j'ai souvent fait des recherches, par exemple, sur Moodle. Je voulais faire un test en ligne. J'avais des questions. Je voulais utiliser différentes formes de questions. Je veux faire une question avec tel type de choix de réponse. Souvent, je trouvais les réponses et je faisais mes propres petits tests. Donc, ça m'a permis quand même d'évoluer au niveau des outils que moi j'utilisais. Et je me suis souvent, ça nous oblige à faire de la formation continue aussi, hein. Souvent, j'ai fait du perfectionnement. Je recevais des offres pour suivre des formations avec différents regroupements. Ça peut être Fadio, mais aussi, bon, à POP, toutes sortes de choses qui permettaient des fois d'aller chercher des petits trucs à gauche, à droite qui me permettaient quand même de m'améliorer. J'aimerais peut-être répondre. J'ai eu une question tout à l'heure du clavardage de Mme Perrault. Si c'est correct, Nelson, si ça vous convient. Oui, donc, on disait qu'est-ce qui est différent entre la FAD et la formation en présence. On pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup de choses communes parce que il y a une base qui est là, hein, dans le principe de classe où on a à transmettre un contenu et qu'on soit en présence ou qu'on soit en distance, on fait en sorte que on arrive à transmettre notre contenu. Je pense que les outils qu'on a, quand je pense à VIA, par exemple, c'est vraiment aménagé comme une classe avec tableau, avec les interactions qui sont possibles. On fait des sondages, on peut faire toutes sortes de trucs. Alors, avec le temps, on est vite habilité à ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses où on trouve rapidement nos repères, puis on est capable de reproduire presque identiquement ce qu'on pouvait faire dans une classe traditionnelle à la classe virtuelle. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'inverse, il y a beaucoup de choses nouvelles auxquelles on a accès qu'on n'a pas accès dans une classe traditionnelle. Ce qui a été difficile au début, quand on me demande qu'appréciez-vous plus et moins, en fait, peut-être l'élément que j'ai trouvé le plus difficile au début de la formation à distance, c'est tout ce qui touche la rétroaction à l'étudiant, autant dans le formatif que dans le sommatif, parce que dans une classe traditionnelle, c'est tellement facile de prendre une copie, à noter, la remettre à l'étudiant, de lui faire des commentaires de vive voix et on peut passer au suivant. Mais là, il y a toute une gestion où on n'a pas de copie papier, il faut récupérer les travaux des étudiants. On ne veut pas qu'ils nous envoient ça par courriel parce que quand on a 30 étudiants dans la classe puis qu'il faut ouvrir 30 courriels puis télécharger 30 fichiers puis les sauvegarder, donc on utilise rapidement des méthodes plus efficaces pour gérer les fichiers de nos étudiants. Par la suite, là, des fois, c'est tellement plus rapide de donner un commentaire à l'écrit, à l'oral plutôt que des fois se mettre à tout annoter sur la copie. Alors, on trouve des trucs, hein, on utilise des petits fichiers audio ou quand on voit là, que ça va être long, la rétroaction, on lâche le papier, on embarque sur la petite application audio, on se fait un petit fichier audio et l'étudiant a la possibilité de nous écouter comme si on était à côté de lui. Donc, on développe beaucoup de trucs et moi, avec le temps, cette difficulté-là, en fait, est devenue, je pense, pour mes étudiants, un avantage parce que je trouve que je donne beaucoup plus de rétroaction qu'avant. Je me soucie beaucoup, autant dans le formatif, mes étudiants, je prends vraiment, j'utilise différents moyens, puis au bout du compte, je pense qu'ils sont pas perdants. Au contraire, je pense qu'ils sont gagnants par rapport à ça. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais lourd au début, mais avec la pratique, ça s'est quand même beaucoup simplifié. Et pour ce qui est de la pratique pédagogique, je trouve aussi que le fait d'enseigner à distance, dans mon cas, par exemple, en hybride, où j'alterne entre du contenu des classes virtuelles et du contenu asynchrone, ça nous oblige beaucoup plus à scénariser notre enseignement, à imaginer, à se faire quand même, à imaginer tout le parcours, et vraiment faire en sorte que tout ça s'emboîte très, très bien. Évidemment, on a des ajustements à faire en cours de route,
mais ça nous oblige quand même beaucoup à avoir une approche pédagogique qui est vraiment qui permet de bien être en ligne, de bien aligner toutes les interventions qu'on peut faire. Et moi, je pense que là aussi, les étudiants, d'une certaine manière, sont gagnants. Je repense à certaines activités que j'ai faites au début. Je me suis beaucoup améliorée parce que je vous donne un exemple bien simple, mais quand on utilise une plateforme comme Moodle et qu'on veut partager du contenu à nos étudiants, on peut leur mettre des fichiers, on peut leur donner des vidéos à voir, on peut leur dire « va sur tel site ». Mais moi qui ai accompagné des enseignants qui étaient nouveaux à la formation à distance, ils préparent leur truc, ils déposent leur fichier, mais après, ils donnent aucune indication à l'étudiant. Alors, tu dis, mais là, c'est parce qu'il faut que tu lui dises qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Ben oui, mais il faut qu'il lise. Ben oui, mais tu lui as pas dit. Il ne sait pas. C'est pas parce que tu les as déposés qu'ils vont le lire. Donc, ça nous oblige à utiliser toutes sortes de stratégies, dire aux étudiants, bon, ben je vous ai préparé tel contenu, allez voir telle chose, portez une attention particulière sur tel élément, répondez aux questionnaires une fois que vous aurez fini vos lectures. Donc, comme on veut s'assurer aussi que les étudiants fassent notre contenu, par exemple, dans Moodle, on peut très bien aller voir la participation de nos étudiants, on peut sortir des rapports. On sait qu'ils sont allés, on sait qu'ils sont allés chercher le contenu, on est capable d'avoir ce type d'informations-là. Mais on peut aussi, comme on n'est pas là, si on veut s'assurer qu'ils ont bien fait leur lecture, ben on va greffer un petit questionnaire. On va utiliser d'autres stratagèmes pour s'assurer quand même que l'étudiant a vraiment, même s'il est asynchrone puis il le fait par lui-même, qui a participé ou qui a intégré l'activité. Donc, je trouve que ça nous oblige beaucoup plus à réfléchir quand on est à distance comme ça, pour s'assurer que l'étudiant vraiment on n'a pas nos yeux là pour voir. Alors, on utilise d'autres stratagèmes. Puis, pour l'étudiant, je pense que c'est intéressant, c'est varié. Il bénéficie de tout l'avantage de travailler à son rythme et de travailler au moment qui lui convient. Alors, moi, j'y vois plein d'avantages. Je ne sais pas, Nicole, si j'ai répondu à votre question. Je pense que oui, Nicole a marqué très intéressant, rétroaction, suivi, etc. Okay, parfait. Et vraiment, là, je trouve cette table d'échange très intéressante. Merci. Merci, Nicole. Question pour Sonia dans le clavardage. Oui, Sonia, comment faites-vous pour faire des travaux pratiques en soins infirmiers à distance? C'est la question qui tue. Oui, merci. Je l'avais lu, mais j'attendais justement d'avoir la parole pour pouvoir plus l'expliquer. En fait, nous, dans le cadre du DECBac en sciences infirmières, il y a 22 cours obligatoires. Et c'est-à-dire 20 cours obligatoires, 2 cours optionnels. Et parmi l'ensemble des cours, mais il y a des cours qui sont toujours en présence, dont les cours comme par exemple les surveillance clinique en soins critiques ou évaluation clinique de l'adulte, qui demandent justement plus de supervision directe là, pour la manipulation du matériel, la pratique là, clinique finalement. Mais par contre, on développe de plus en plus des méthodes qui permettent d'enseigner ces compétences-là à distance. Justement, à l'UQAR, il y a tout un nouveau laboratoire là, qui a été adapté justement pour faciliter cet enseignement-là à distance. Et en fait, au Cégep de Gaspé, la formation se donne aussi en téléenseignement pour ce qui est de la technique. Parce que nous, au bac, on a beaucoup moins de compétences techniques, je dirais, dans nos cours. C'est beaucoup plus des cours théoriques. Mais pour le Cégep de la Gaspésie, je sais qu'ils ont développé justement avec Mme Claudette Samuel, qui est enseignante, qui est vraiment très, très dynamique et elle aime beaucoup développer des pratiques novatrices. Puis elle pourrait plus vous en parler là, de ces méthodes-là, si vous êtes intéressé justement à cet aspect de l'enseignement à distance, parce que ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il y a tout un jeu de caméras. En fait, les cours se donnent avec, je crois, c'est l'hôpital. En fait, à l'hôpital de Maria, il y a un local adapté. Donc, eux, ils ont beaucoup de cours pratiques, justement. Puis, oui, ça se fait. Tout est juste pour ajouter sur qu'est-ce que Sonia, merci Sonia, a expliqué. C'est exemple, au Cégep de la Gaspésie des Îles, pas Bonaventure, mais à Grande-Rivière, il y a l'école de pêche. Et lorsqu'ils font des pratiques en laboratoire, la technicienne ou le technicien va avoir une GoPro et va faire des manipulations que l'élève va dicter en fait dans l'oreille. Donc, prendre 5 millilitres et fait l'opération.
mais la personne à distance va voir réellement qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce que la personne doit faire. Donc, la technicienne en laboratoire ne bougera pas tout simplement et va exécuter les ordres de l'étudiant à distance. Donc, ça, c'est une façon de faire pour faire des pratiques très ciblées à distance. Donc, il faut juste être en fait imaginatif dans la création d'activités pour répondre en fait aux besoins. Madame Derry, par rapport là, aux différents exemples, qu'est-ce qu'on a jasé? Une question dans le clavardage, ce serait quoi des exemples de pratiques nouvelles que vous avez dû amener avec la formation à distance? D'être plus détaillé quand je fais mes explications, parce que quand j'ai pas l'élève à côté de moi, je vois pas s'il a compris ou pas, parce qu'à côté de nous autres, on voit les yeux, on les voit aller. Oups, il a pas compris. Il faut faire attention à comment je détaille toute l'explication d'une démonstration mathématique. Parce que puis je te dirais que de la première vidéo que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, j'améliore tout le temps parce que le moindre petit détail est important pour l'élève. Faut que je fasse attention à ça. Puis faut que je les relance souvent pour les motiver parce que moi, c'est pas, ils n'ont pas vraiment de date limite pour terminer. Ça fait qu'ils sont à leur rythme et ça, c'est plus difficile aussi. C'est la motivation. Parce que travailler tout seul, c'est pas évident. Vous êtes un élément motivateur, en fait, dans le parcours de vos étudiants. Oui. Oui, puis quand je fais juste les répondre avec un courriel, ils apprécient moins. Ils me disent, Hélène, j'aime mieux une vidéo où tu parles, puis tu m'expliques. Parfois, il faut faire oublier la distance par le biais de vidéos. Oui, oui. Puis tantôt, dans le clavardage, c'est Claudine, elle expliquait se le filmer lors de la rétroaction permet aussi de mettre la présence dans la distance. Oui. Donc, on oublie complètement qu'on est à distance et le lien se fait plus facilement, en fait. Une autre question, Mme Derry, pour vous. En formation générale des adultes, je crois, oui. Daniel, c'est ça. Autrement dit, Mme Derry est à la formation générale des adultes. Oui. Il y avait une question pour Julie aussi. Je pense que Julie était prête à répondre pour la surveillance d'examen. Oui, je peux répondre. Puis en même temps, ça m'amène aussi à parler d'un autre changement parce que c'est vrai que c'est une réalité, la surveillance d'examen. Et moi, j'ai compris assez rapidement, parce que je vous explique comment moi ça fonctionne. Quand les étudiants sont en examen, on utilise une activité dans la classe VIA, donc ça se passe en temps réel. Et on exige, nous ici, que tous les étudiants aient la caméra activée. Je vois non pas le poste de travail de l'étudiant, je vois l'étudiant, son visage quand il travaille. Je sais qu'il y en a qui utilisent toutes sortes de stratagèmes là, qui vont demander plutôt que les étudiants aient la caméra derrière eux pour qu'on voit plus leur écran, leur table de travail. Moi, je les vois simplement. Et ça m'a amené, bon, évidemment, il arrive toutes sortes de situations. Il peut y avoir une panne de courant, il y a un étudiant malheureusement qu'on perd, il y a un incendie à la troisième maison du voisin, puis la ligne est coupée, puis bon, des situations comme ça, on en a tous eu, mais on finit par, c'est du cas par cas, puis on finit par trouver quand même des solutions. Mais VIA nous permet, puis ça, les étudiants l'apprécient, VIA ce qu'ils appellent un mode d'examen. Donc, les étudiants, moi, je les vois tous, mais eux, ils ne voient pas les autres caméras des étudiants. Et ils apprécient ça parce qu'ils disent, ben, je suis pas stressée de voir que les autres ont déjà quitté. Ils sont dans leur petite bulle, ils font leur travail. Et quand ils ont terminé, évidemment, ils peuvent partir. Mais où je voulais en venir, c'est que moi, ça m'a amené à créer dans mes évaluations finales, par exemple, des examens qui sont beaucoup plus basés sur des situations authentiques. Parce que je me contente pas de vérifier s'ils savent telle chose, si c'est seulement des connaissances, parce que comme c'est difficile de s'assurer qu'ils n'utilisent pas le matériel qu'ils pourraient ne pas avoir droit, moi, depuis longtemps, j'ai compris que mes étudiants pouvaient avoir droit à tout, parce qu'on ne va pas se leurrer, ils sont assis devant un ordinateur, ils peuvent aller consulter toutes sortes de trucs, ils peuvent consulter du matériel papier sur leur bureau. Alors moi, souvent, je leur dis, vous avez droit à tout, vous pouvez consulter vos notes, vous pouvez consulter vos livres, mais préparez-vous, parce que l'examen, il est assez long. Si vous devez toujours valider dans votre matériel pour voir si vous avez la bonne réponse, c'est sûr que vous allez manquer de temps. Alors moi, souvent, mes examens, supposons que c'est un examen de 3 heures, ben, je me mets dans un contexte où ils sont, par exemple, en situation de travail. Ils ont à produire
tel ou tel type de travail. En bureautique, c'est pas difficile, remarquez bien, de trouver des situations, là, mais ils ont un laps de temps donné et ce qu'ils vivent en situation d'évaluation finale, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils pourraient avoir à faire dans un contexte de travail. Donc, ça m'a amené, je pense, à faire des évaluations finales qui étaient plus justes, qui permettaient davantage d'évaluer leurs compétences que de simples connaissances. Excellent. Donc, vous connaissez sûrement le mode d'examen d'Envia, donc c'est super intéressant. C'est des pratiques qui sont fonctionnables aussi. J'ai clavardage. Donc, Mme Derry, admirable, espérons de voir ce jour arriver en formation générale des adultes. Des examens non googlables, évaluation des compétences en situation authentique. Donc, un peu qu'est-ce que Julie partageait avec nous. J'aimerais ça qu'on se penche un petit peu sur la qualité de la formation. C'est que souvent, on entend qu'en formation à distance, la qualité n'est pas la même, c'est différent. Donc, vous, comment interprétez-vous ça? Comment interprétez-vous la qualité en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que c'est ressemblant? Donc, Sonia, je te laisse la parole. Oui, ben à mon humble avis, je crois qu'il y a tout à fait possibilité de maintenir une qualité d'enseignement si on s'adapte, si on sait s'adapter. Il faut impliquer les étudiants. En fait, on sait que peu importe l'enseignement magistral, c'est un facteur d'échec si on fait que de l'enseignement magistral. Il faut varier les stratégies. Donc, bon, moi, en téléenseignement, c'est certain que je vois les étudiants et on alterne les sites. Donc, les étudiants sont un cours sur deux en présence de l'enseignant. Et nous, et peut-être un facteur plus contraignant qui demande beaucoup d'adaptation, c'est le nombre d'heures de cours en classe dans une journée, parce qu'on a des journées assez longues là, de 6-7 heures là, de cours. Puis c'est certain que rendu à 4 heures l'après-midi, il n'y a plus rien qui rentre. Fait qu'il faut vraiment varier les stratégies, puis impliquer les étudiants. Puis, bon, moi, je suis quelqu'un pour qui les relations humaines, c'est super important. Donc, pour moi, que les étudiants soient à distance ou qu'ils soient dans ma classe, c'est important d'échanger avec eux, de les interpeller. Donc, une bonne stratégie, c'est de rapidement apprendre le nom des étudiants, puis de pouvoir justement les interpeller parce qu'on le voit à l'écran quand un étudiant est moins présent. On apprend à décoder le langage non-verbal assez rapidement. Puis, donc, c'est vraiment de pas se limiter, parce que même si les étudiants sont à distance, il y a possibilité de faire des activités en sous-groupe, du questionnement efficace, des activités pour susciter justement les résolutions de problèmes, les réflexions. Donc, il faut s'adapter, je dirais, autant du côté des étudiants que des enseignants. Puis nous, à l'UQAR, on travaille actuellement sur un projet qui s'appelle apprendre à bien développer finalement nos compétences en termes d'apprentissage quand on étudie à distance pour justement que les étudiants qui arrivent en téléenseignement et que c'est nouveau pour eux, qui puissent se préparer justement. Ça demande vraiment beaucoup plus de discipline, de respect, parce qu'en fait, le moindre bruit en téléenseignement peut être un facteur dérangeant. Donc, dès le début de la session, là, on a à enseigner aussi ces aspects-là aux étudiants, les responsabiliser, les engager dans cette formule-là. Et on leur dit, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le premier choix, vous auriez peut-être préféré être en présence, mais bon, ça vous permet quand même, on fait ressortir les avantages, ça permet d'avoir la formation en restant dans son patelin. Donc, il faut mettre les efforts, chacun de notre côté, pour que ce soit agréable, que tout le monde ait du plaisir finalement avec cette méthode-là. Puis justement, rapidement d'impliquer les étudiants. Par exemple, nous, l'appel se fait toujours de Gaspé. Donc, si l'enseignant est à New Carlisle, ben, il y a un étudiant qui est identifié comme un leader dans le groupe qui va s'occuper de placer l'appel le matin du cours, de gérer la manette. Fait qu'on les implique, on leur donne des tâches. Et on suscite beaucoup la collaboration, finalement. Excellent. Merci, Sonia. Madame Derry, vous, la qualité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce la même? Est-ce différent?
Moi, je pense que c'est la même. Je dirais même que je suis peut-être plus détaillée avec mes élèves en formation à distance que les élèves présents. Parce que les autres étant pas là, étant pas présents pour venir me poser des questions régulièrement, ben, j'essaie d'être un petit peu plus précise avec eux. Les autres, en classe, ben, ils viennent me voir souvent, ça fait qu'ils ont souvent des réponses. Puis, le résultat est à peu près les mêmes. Pour les examens, c'est dommage, ils sont obligés de venir en présence élève à l'école parce que c'est des contraintes ministérielles. C'est des élèves du 2e cycle que j'ai, puis ils n'ont pas le choix. Puis votre niveau de détail que vous parlez, est-ce que vous étiez comme ça à vos débuts? Non, absolument pas. J'ai appris. Puis j'apprends encore. C'est ça qui est intéressant avec la FAD, c'est que, puis tantôt, Julie parlait aussi du perfectionnement continu. C'est que ça nous force un petit peu à nous habiliter de jour en jour avec les différents outils pour accroître nos compétences, puis d'être capable d'être aussi habile que nos étudiants. Puis parfois, il y a des enseignants qui viennent nous voir et disent « Mais là, mes étudiants en connaissent plus que moi. » Oui, mais comme Sonia dit, on peut les impliquer, en fait, dans la gestion de classe un peu. Tu es responsable d'ouvrir le site, c'est toi qui vas s'occuper en cas de problématique. Donc, on peut les responsabiliser, en fait, dans l'enseignement. Ça, c'est super intéressant. Julie, toi, la qualité, qu'est-ce que tu en penses d'un côté comme de l'autre? Ben, moi, je pense que la qualité de l'enseignement est pas moindre en formation à distance. Pas du tout. Puis moi, je pense que je me suis vraiment améliorée comme enseignante en expérimentant avec différents outils puis en enseignant à distance. Comme Hélène, je continue à apprendre, je continue à améliorer. Il y a toujours des nouveaux outils qui arrivent. Je pense qu'il faut quand même aussi faire des choix puis stabiliser un peu aussi, là, parce qu'à un moment donné, par exemple, dans Moodle, c'est sûr que ça demande un certain temps de monter un cours, puis d'une fois à l'autre, on a toujours la possibilité de le bonifier, mais on va pas toujours tout recommencer à zéro parce que ça nécessite du temps avant qu'on arrive à s'approprier tout ça. Mais moi, je mets au défi quiconque de me dire que les cours que je donne maintenant, la qualité est moins grande. Pas du tout. Puis j'aimerais revenir sur ce que Sonia disait aussi, parce que c'est vrai que nos étudiants, dès le départ, c'est important quand même de se donner des bons codes de conduite. Peut-être que dans une classe traditionnelle, on a tendance à penser que ça va de soi pour tout le monde, les comportements en formation à distance au départ, quand on a des étudiants pour qui c'est nouveau, c'est important de leur de bien donner les consignes de classe. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est en robe de chambre, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on prend notre sandwich devant le groupe. Les animaux domestiques. Bon, ici, on a un programme en zoothérapie. Alors, je sais que les profs de zoothérapie, les chats, les chiens, ça se promène un peu partout. C'est peut-être pas un contexte approprié pour tous les cours. Faut choisir, mais ça, s'il y a de la gestion de classe en formation à distance comme en classe traditionnelle, un enseignant n'a pas toujours les mêmes exigences ou va pas tolérer forcément les mêmes choses. Mais c'est important dès le départ de bien poser ça, de bien dire qu'est-ce qu'on s'attend de nos étudiants, qu'ils soient dans une position d'écoute, parce que c'est vrai que quand on enseigne, puis on voit des faces comme ça dans la caméra, des fois, justement, comme dit Sonia, on dit « Hey, Julie, dis-moi donc, pourrais-tu me donner la réponse ou m'expliquer qu'est-ce que tu ferais avec tel ou tel truc? » Donc, on peut les interpeller de la même manière qu'on fait dans une classe traditionnelle. Mais je dois vous dire aussi, pour les gens qui sont moins familiers avec la classe virtuelle, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, mais par exemple, dans VIA, au même titre que dans une classe traditionnelle, on dit aux étudiants, OK, vous allez vous regrouper 3-4 personnes ensemble, on déplace les petits pupitres et on s'installe. On fait la même chose dans VIA. Les étudiants, on peut créer des classes, pas des classes, mais des groupes. On les regroupe, on peut le faire de façon aléatoire, on peut déterminer qui on met avec qui. Et nous, comme enseignants, comme animateurs, on va les visiter à tour de rôle, mais les étudiants se retrouvent vraiment dans une sous-classe de l'activité. Et l'étudiant de l'Abitibi est avec l'étudiant de la Gaspésie, puis celui qui est de la Beauce. Et les étudiants créent des liens entre eux aussi. Et il faut, pour parler de motivation, je sais qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que au même titre que nous, enseignants, on peut tirer des avantages de la classe virtuelle ou à la formation à distance. C'est vrai aussi des étudiants, et il y en a beaucoup qui apprécient cette forme d'enseignement-là pour toutes sortes de raisons.
Donc, ils sont bien motivés. Et effectivement, c'est intéressant souvent de poser ou de permettre, de laisser la place aux étudiants de nous proposer des solutions. Quand parfois en classe, on arrive face à une difficulté et on se dit, bon, des fois on réfléchit, comment je ferais bien ça? Puis des fois, les étudiants nous proposent des solutions qui sont tout à fait adéquates. Puis, ah, génial, j'avais pas pensé à ça, parfait, allons-y comme ça. Donc, il se crée une dynamique qui est quand même bien intéressante. Puis, on s'attache autant à nos étudiants virtuels qu'à nos étudiants en classe. Excellent. Merci, Julie. Quelques commentaires dans le clavardage. Donc, Mme Danielle a dit « Les nouvelles technologies nous imposent le développement professionnel. Nos élèves peuvent devenir des maîtres, mais aussi des pairs. Donc, ils peuvent vous accompagner aussi dans l'utilisation des technos et aussi dans la valorisation. Et surtout, faire preuve d'humilité et être capable d'autodérision. Donc, on ne peut pas tout savoir et parfois se faire aider, ça peut vraiment être intéressant. Madame Rousseau, elle soulève le point qu'elle a bien ri avec l'exemple de la robe de chambre. Avez-vous d'autres codes de conduite à partager? Et je lance la question à Mme Derry et Mme Sonia. Avez-vous une étiquette, en fait, ou des contrats de classe qui existent dans vos établissements pour les étudiants? Moi, ben, comme je ne travaille pas en visio, ben, qu'ils soient en robe de chambre ou pas, ça ne me dérange pas trop. Mais par contre, il faut que je les relance souvent, je les motive parce qu'ils n'ont pas de motivation. Il faut les motiver parce qu'ils n'avancent pas, ils avancent lentement. Et si je ne relance pas, ben, je vais les échapper. Excellent. Madame Derry, j'ai une question. Tantôt, vous avez soulevé un point, puis ça m'intrigue d'aller plus loin là-dedans. Dans la gestion des communications avec vos étudiants, vous avez dit que vous receviez des textos, des courriels, des messengers. Oui. Mais vous, c'est vous qui avez offert ça, en fait, aux étudiants. Oui, c'est moi. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est moi qui ai offert ça. Mais la formation à distance, de base, on voulait la faire avec les courriels. On a ouvert un site, on m'a ouvert une adresse courriel, formation à distance. Sauf que je trouvais que courriel, c'était pas assez rapide, souvent. Fait que j'ai dit aux élèves, je vais m'ouvrir une page Facebook formation à distance, on va s'ouvrir un Messenger. Ça fait que là, je vais rentrer communication. Quand je suis en période libre, c'est facile. Moi, là, ma tablette est ouverte à côté de moi, je les vois, je leur réponds. OK. Donc, c'est vous qui avez offert cette possibilité à vos étudiants? Oui. Ça n'a pas été imposé de la part de votre Non, absolument pas. Moi, j'ai dit à la direction, est-ce que tu m'autorises à m'ouvrir une page Facebook formation à distance? Ils m'ont dit oui. J'ai besoin de formation, je vais la demander, je vais l'avoir. Excellent, super. Madame Sonia, autrement dit, vous, de votre côté, avez-vous des étiquettes ou des contre-classes? Oui, bien en fait, sans faire signer un contrat formel, c'est certain que la gestion de classe, elle est hyper importante en formation à distance, en téléenseignement, autres. Donc, c'est vraiment, comme le disait Mme Mercier, là, d'exprimer clairement nos attentes en début de session. Puis parfois, il faut faire des rappels. Donc, par exemple, fermer les cellulaires, respecter les commentaires de part et d'autre des étudiants. Donc, mais en fait, moi, je les ramène beaucoup à leur responsabilité professionnelle. Là. Nous, c'est des infirmiers, infirmières qui ont déjà un permis d'exercice. Donc, je leur mentionne même de faire attention à ce qu'ils écrivent sur Facebook parce que, c'est ça, il y a vraiment la question du respect est super importante. C'est certain que les étudiants aussi je dirais, apprennent même à s'autodiscipliner entre eux. Parce qu'il y a toujours des étudiants qui sont plus motivés que d'autres. Mais bon, c'est sûr que nous, quand on est à distance, quand on est le site distant, on demande de fermer le micro s'il n'y a pas d'intervention pour limiter justement les bruits parasites. Donc, il y a un étudiant qui gère la manette si quelqu'un veut poser une question parce qu'on souhaite que ce soit fluide et qu'il y ait des échanges là, tout au long de l'enseignement. Mais c'est certain que du fait que le micro est fermé puis que l'enseignant est à distance, ben la plupart des étudiants maintenant amènent leur ordinateur en classe et ils suivent avec, par exemple, la présentation PowerPoint à partir de leur ordinateur plutôt qu'avoir les fameuses anciennes copies papier. Donc, ça arrive qu'il y a des étudiants qui vont sur Facebook ou qui font autre chose, mais que nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on est à distance. Mais ça dérange les étudiants qui sont dans le groupe, puis parfois, je dirais, ils je cherche le terme, là, mais
ils gèrent ça entre eux, là, entre groupes. Il y a comme des petits groupes qui se forment. Donc, ça, c'est un aspect qui peut être un peu déplaisant, là, mais moi, je leur ramène toujours, le meilleur gage de succès, c'est votre engagement, c'est votre investissement, c'est de votre responsabilité. Donc, moi, je suis pas là pour jouer à la police non plus, mais je m'assure qu'il y a un respect entre enseignants, par contre. Excellent. Entre étudiants. Julie, de votre côté, y a-t-il une étiquette ou des contrats qui est réalisé avec les étudiants? Oui, ben en fait, comme Sonia disait, on leur demande pas de signer, mais on a quand même des règles qu'on a établies après un certain temps parce que justement, la robe de chambre, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu pire, je vous les dirai pas tout ici. À un moment donné, on s'est penché là-dessus, puis je pense que ça aide les enseignants, puis dès le départ, on peut le faire. Je vous en ferai pas la liste, mais si vous voulez, je pourrais la transmettre si jamais il y a des gens qui aimeraient consulter notre document par la suite, mais la ponctualité est tout aussi importante. Donc, classe virtuelle ou classe traditionnelle, on leur demande d'être à l'heure. Même chose pour la pause. Moi, quand j'enseigne, souvent, c'est des périodes de 3 heures. Et après 50 minutes, j'aime bien faire une pause parce que j'ai un casque d'écoute puis j'ai comme besoin de me débrancher. Donc, les étudiants savent que je fais autour de 50 minutes, 1 heure, je prends une pause et ainsi de suite. Et au retour de la pause, je m'assure que tout le monde active vos caméras, on est prêt à continuer puis je peux reprendre. Donc, ça, la ponctualité est importante. Comme disait aussi Sonia, les cellulaires, s'il vous plaît, vous les fermez. Même si vous êtes en classe virtuelle, c'est sûr que le téléphone à la maison peut sonner puis il peut arriver quelqu'un à la porte. Mais une fois n'est pas coutume. Des fois, il y a des étudiants, pour diverses raisons, ils reçoivent leur livraison avec leur manuel scolaire. On est bien content dans ce temps-là quand ça arrive parce qu'ils sont justement prêts pour le début des cours. On leur demande aussi d'utiliser le clavardage à des fins pédagogiques parce que de façon générale, comme on a un clavardage ici, on a ça aussi en classe virtuelle. Puis moi, des fois, les étudiants, je mets un petit frein là-dessus parce que je leur dis, écoutez, je suis capable de gérer plusieurs affaires en même temps, là, mais à un moment donné, les questions dans le clavardage, ça fait aussi, là, j'exige que les étudiants posent leurs questions à voix haute parfois parce que il y a des étudiants qui sont peut-être plus timides, mais on peut pas tout voir. Des fois, on est concentré sur ce qu'on dit. Les mains sont levées, on répond au fur et à mesure, puis on peut pas tout voir en même temps ce qui est écrit dans le clavardage. Donc, des fois, je fais simplement leur dire, ben, écoutez, si ça prend trop de temps avant que vous ayez une réponse, levez la main, vous allez obtenir une réponse plus rapidement. Donc, on leur demande quand même de démontrer de l'intérêt, d'être un participant actif. On leur dit aussi, il y a une petite section sur l'engagement, la responsabilité, de s'assurer que leur matériel fonctionne bien. Là, des fois, on a même, nous, ici, à Extra Formation, j'avais justement un atelier comme ça hier soir. Parfois, on a des ateliers préparatoires en vue ou avant de commencer la cohorte et ça permet aux étudiants vraiment de tester tout. Hier, je disais à certains étudiants, écoute, tu n'as pas de test d'écoute, ça fonctionne moins bien, des fois le son n'est pas bon, mais ça, c'est leur responsabilité, là, de s'assurer qu'ils ont un ordinateur, ils ont un équipement qui leur permet d'avoir du bon téléversement, du bon téléchargement, caméra qui permet de bien voir, un micro qui fonctionne bien. Ça fait partie des éléments qu'ils doivent avoir au moment. Et au niveau des absences, c'est la même chose. On a les mêmes exigences. S'ils ont à s'absenter, on leur demande qu'ils avisent le plus rapidement possible et on leur dit que c'est leur responsabilité d'aller écouter. Mais ça, quel avantage d'avoir un cours enregistré. C'est pas quelque chose qu'on a dans une classe traditionnelle. Nous, nos activités sont toujours enregistrées. L'étudiant qui doit partir plus tôt ou qui, pour une raison quelconque, arrive plus tard ou qui veut revoir une partie du cours qui a manqué, ça, c'est vraiment un avantage majeur de la formation à distance. Donc, l'étudiant qui s'est absenté n'a pas forcément besoin de demander à un collègue de classe de récupérer les notes. Il va aller voir le cours, il peut accélérer les pauses s'il veut ou les questions auxquelles il connaît déjà les réponses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mentionné, mais qui est quand même un avantage important. Et l'étudiant est en mesure vraiment d'aller chercher tout le matériel, que ce soit dans Moodle ou dans la classe. Donc,
Mais en tout cas, les petites règles générales, là, ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui est important à instaurer dès le départ. Puis, Julie, quand vous avez instauré le visionnement en différé, est-ce que ça a eu un effet, en fait, sur la présence des étudiants au cours ou que c'était tellement clair dans le contre-classe, dans la gestion de classe, que les étudiants ont demeuré quand même en présence? Non, en fait, la question porte sur le fait que parfois, il y a des cours qui sont à distance et que les étudiants n'ont pas besoin d'être présents. Est-ce que c'était ça la question? Ça. Parce que des fois, lorsqu'on va disponibiliser en fait les enregistrements en différé, bien, souvent l'étudiant va dire je n'ai pas réellement besoin d'être je vais être capable de le voir. Oui, non. Moi, je vois pas de... Je pense que les étudiants l'utilisent vraiment à l'inverse pour revoir des choses qu'ils auraient pu manquer. Puis souvent, en classe, des fois, les étudiants vont me poser des questions. Des fois, bon, ça fonctionne pas bien. Ils n'arrivent pas à faire l'exercice. Ou des fois, ils vont même me dire... non, laisse faire, je veux pas retarder le groupe, je vais le faire par moi-même. Puis des fois, c'est moi qui est obligé de leur dire, non, je suis là pour ça, profitez-en, on va le régler, le problème. Puis donc, non, je ne pense pas que le fait que ça soit enregistré soit une cause d'absence. Okay. On a toujours des étudiants qui s'inscrivent dans nos programmes qui ont la fausse impression que, parce que c'est peut-être une formation à distance, qu'effectivement, s'ils travaillent en même temps, ils vont organiser leur horaire, puis s'il manque des cours, ils vont pouvoir les voir. Mais ces étudiants-là, ils n'arrivent pas à soutenir le programme parce que, de toute façon, au niveau collégial, c'est pas juste le temps qu'on consacre en classe qui fait le travail et souvent ils sous-estiment le travail qu'ils ont à faire en dehors de la classe et là, s'il y en a parfois, ils seraient obligés de réduire leurs heures de travail, mais leur situation, il faut dire que moi j'ai une clientèle adulte aussi, là, je suis à la formation continue, donc la situation peut faire en sorte parfois que si ils ont du mal à réduire leurs heures de travail, alors ils n'arrivent pas à soutenir ce rythme-là, mais non, je ne pense pas que ce soit je pense pas qu'un étudiant pourrait penser vraiment à travers son programme, simplement en étant tout le temps en revisionnement parce que d'abord, c'est sûrement plus monotone. Parce qu'on n'a quand même pas, il y a une idée qui nous vient à l'esprit où on a une question, il n'y a personne avec qui la partager. On est en train de refaire du revisionnement. Puis, l'étudiant ne fait pas partie de la dynamique de classe. L'étudiant n'a sûrement pas le même sentiment d'appartenance que s'il est en classe avec ses collègues. Donc, moi, je pense que c'est un ajout, mais c'est pas un remplaçant. Excellent. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le clavardage en même temps que vous parlez. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, Julie, pour ta étiquette, si tu veux la partager avec les personnes Absolument. qui assistent aujourd'hui. Donc, il y a une question, est-ce que vous enregistrez toujours vos cours? Donc, Julie, je pense que oui. Oui. Excellent. Sonia, vos cours sont-ils enregistrés, vous, de votre côté? Non, ils ne sont pas systématiquement enregistrés, mais je trouve ça super intéressant. Je pense que ça pourrait être sûrement une pratique à développer parce que nous, on a beaucoup de tempêtes en Gaspésie. Ah oui. Mais même ce que je fais, moi, parfois, là, parce que moi, j'utilise dans Moodle énormément le forum. Ça, c'est mes étudiants, là, j'allais utiliser un mot anglais, là, je les drill, là, mais moi, souvent, je leur dis au début des cours, parce que un peu comme Hélène disait, moi, je réponds 7 jours par semaine, là. Moi, dans mon plan de cours, je dis aux étudiants, vous allez avoir une réponse en dedans de 48 heures. Je me donne une petite marge de manœuvre, mais généralement, ils ont une réponse en dedans de 24 heures. Mais je leur dis toujours, si vous avez une question sur un devoir, une question sur une lecture, une question sur un travail ou dans votre étude, ne m'écrivez pas un courriel parce que, premièrement, la question que vous avez pourrait être une question que vos collègues ont et quand je vous réponds, ils ne profitent pas de la réponse. Alors, moi, systématiquement, j'ai un forum d'aide pour les devoirs, pour les travaux. Ils sont tous inscrits. Donc, quand un étudiant pose une question, tout le monde va voir la question et j'invite les étudiants à répondre. Les étudiants, des fois, ils ont des réponses ingénieuses où ils vont répondre très, très bien. Puis,
Donc, ça permet aussi d'amener la participation des étudiants. Je les invite à répondre. Sinon, quand je réponds, ben, tout le monde profite de la réponse. Alors, j'ai toujours des étudiants qui n'osent pas écrire dans le forum au début, qui m'envoient un courriel. Alors, je réponds dans mon courriel. Je vais te répondre dans le forum. Alors, je prends la question, je la copie dans le forum et je réponds. Après 2-3 coups, souvent, ils arrêtent de m'écrire. Ils passent par le forum. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui crée un sentiment d'appartenance. Fait que c'est quand même assez aidant. Oui, Nelson, il y a une question qui est venue un peu plus tôt. Puis je pense qu'on n'a pas répondu. C'est peut-être plus pour Mme Derry. C'est dans la portion asynchrone de vos cours. Est-ce que vous êtes capable d'estimer le temps que vous accordez à chaque étudiant? Ouf, pas vraiment. La commission scolaire me donne 15 minutes par élève semaine, mais bien souvent, je mets plus que ça. Ça me prend plus que ça. Ça prend 25-30 minutes. Des fois, une démonstration prend plus de temps que ça à faire. OK. Mais en fait, vous êtes payé pour l'ensemble des heures que vous faites? Je suis payée, 15 minutes élève semaine. Mais vous en faites davantage? J'en fais davantage que ça, oui. Donc, vous êtes une ressource engagée, vous? J'aime ça. Oui. Ben, il faut aimer ça, parce que si on veut s'investir, on n'a pas le choix aussi. Non, on n'a pas le choix, c'est sûr. J'ai un commentaire aussi au niveau des règles. Il faut que les règles en présence et les règles en FAD à distance soient les mêmes au niveau de la présence et des absences, tout simplement. Et les enregistrements vont être utilisés pour des fins pédagogiques à ce moment-là. Donc, si les règles sont claires, on va éviter de gérer toutes ces possibilités-là. J'ai une autre personne qui a soulevé le fait qu'il suit des cours à l'université, mais les enregistrements seulement audio sont disponibles. Ah oui. Non pas toute vidéo. Donc ça, c'est quand même intéressant et on peut y penser. L'autre chose aussi, c'est que parfois, on peut éditer des séquences de cours pour simplement rendre disponibles certains bouts de nos cours. Donc, si, exemple, on ne veut pas rendre disponible tout le cours entier, mais dans VIA, on peut restreindre pour dire, je vais juste présenter la partie théorique et tout ce qui est pratique, la personne va le faire de son côté. Donc, ça évite de donner une lecture de 2 heures à écouter lorsque l'activité est juste 20 minutes, une demi-heure en soi. J'aimerais peut-être juste ajouter un truc. Tout à l'heure, je parlais du forum, mais en fait, je parlais du forum, c'était pour amener la question des enregistrements. Parce que quand, justement, je vois que plusieurs étudiants ont des questions par rapport à un travail ou quoi que ce soit, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais créer je vais m'enregistrer en faisant une démonstration, par exemple. Ça peut être du partage d'écran. Et par la suite, l'enregistrement de cette petite séance-là, qui peut durer 3, 10, 20 minutes, peu importe. L'étudiant l'a pas en temps réel, mais c'est une bonne façon de répondre à des questionnements que des étudiants pourraient avoir sur un exercice quelconque. Excellent, super. Donc, lorsque vous faites une démonstration à un élève, est-ce que vous les enregistrez à l'avance pour les réutiliser? Ou c'est toujours que vous faites sur le champ et après ça, on passe à autre chose? Non, j'enregistre et j'exporte YouTube puis j'envoie le lien à l'élève parce que je ne suis pas capable d'envoyer ma vidéo à l'élève, c'est trop lourd. Okay. Fait que j'enregistre, j'exporte YouTube, ça fait que je peux leur retourner à un autre élève qui demande la même question. Donc, vous avez structuré votre chaîne YouTube, parcours peut-être? Comment vous avez structuré ça? C'est-à-dire que présentement, ma chaîne n'est pas structurée encore. J'envoie toutes mes vidéos, je marque telle page, tel numéro du volume, telle page, tel numéro. Puis, j'ai un élève qui arrête sur le même problème. Je renvoie le lien à l'élève. Puis... Fait que finalement, ma banque, elle va venir assez grosse que j'aurais plus besoin de leur travailler un jour. Excellent. Donc, je vais poser la question à Sonia tantôt. On va changer de question. Merci pour les questions et les commentaires dans le clavardage. En fait, qu'est-ce qui est super important, c'est d'établir un contact, vous le savez, pour être capable de créer un sentiment d'appartenance. Sonia a soulevé quelques exemples tantôt, mais j'aimerais ça que tu nous expliques en fait comment vous faites pour faire un bon contact avec les étudiants, puis c'est quoi les stratégies et les approches pédagogiques que vous prenez en formation à distance. Oui, bien en fait, ça revient beaucoup à ce que je disais tantôt, l'importance d'instaurer un climat de confiance. Moi, c'est certain que la chance que j'ai, c'est que j'enseigne chez les étudiants de la première à la troisième année du bac. Ça fait que c'est sûr qu'ils rendus à la troisième année, je les connais très bien. Et le fait on demande à toutes les personnes chargées de cours aussi de se déplacer d'un site à l'autre en alternance une fois sur 2, justement pour qu'il y ait un contact en présence et qu'il y ait une relation qui s'installe finalement avec
étudiant. Et en fait, c'est sûr que moi, je préconise beaucoup une pédagogie participative. Donc, je questionne beaucoup. J'essaie d'éviter là, des trop longues présentations magistrales. C'est sûr que j'utilise le PowerPoint comme beaucoup de gens. Mais souvent, j'oublie mes diapositives puis je peux parler pendant 10 minutes. Là, mais l'important, c'est d'aller chercher finalement la compréhension des étudiants. Fait que je les interpelle beaucoup. J'utilise le questionnement efficace. Je leur demande de faire des synthèses de ce qu'ils ont compris. Ça fait que j'essaie de les faire participer. Je m'excuse, il y a quelque chose qui est apparu dans mon écran, je vais le fermer. Ce que je cherche, c'est à les faire participer beaucoup en classe. Il y a parfois des petites séquences d'activités en diade, en triade, puis de revenir en grand groupe par la suite. Et je dirais que je ne me verrais pas enseigner à distance comme ça si je n'avais pas la possibilité d'utiliser justement une plateforme électronique comme Moodle parce que c'est très facilitant. Ça permet de partager des documents avec les étudiants facilement. Ça demande beaucoup de planification et d'organisation, en fait, enseigner à distance. Plus que quand on est en présence, parce qu'en présence, à la dernière minute, on peut décider qu'on amène un document pour bonifier notre enseignement puis le partager aux étudiants, mais quand on a des étudiants à distance, il faut prévoir de leur faire suivre le document. Donc, c'est beaucoup au niveau de la planification, de l'organisation de nos cours que ça change. Puis, pour ce qui est de la participation, de la pédagogie, c'est ça. C'est vraiment d'amener beaucoup aussi des exemples qui font du sens pour le vécu professionnels des étudiants. Dans le fond, parfois, en fait, assez souvent, je leur demande de m'expliquer ce qu'ils ont compris puis de le rattacher à un vécu professionnel parce qu'ils sont sur le marché du travail. Donc, ça, c'est super intéressant. Excellent, merci. Madame Derry, de votre côté, comment vous faites pour établir un lien avec vos étudiants dès les premières journées ou premières rencontres? J'ai une rencontre visuelle. La première rencontre doit se faire par visuel. Ils viennent me voir à l'école. Je leur donne mes exigences à moi, comment vont fonctionner les examens, comment fonctionnent les laboratoires en sciences. Parce que je fais de la chimie, de la physique, ils sont trouvés de venir sur place pour les labs. Quand est-ce, puis comment est-ce qu'on va fonctionner, s'ils prennent rendez-vous ou pas, s'ils peuvent venir me voir. Il y en a qui viennent me voir, ils me demandent, Hélène, on peut-tu se voir en personne? Je pense que ça marcherait mieux. Fait qu'on se donne rendez-vous, puis je relance régulièrement là, après ça, via Messenger. Excellent. Je pense que vous avez vraiment maximisé le contact avec vos étudiants, la façon que vous vous rendez disponible par le biais de différents moyens technologiques. Je pense que ça doit aider à créer un bon contact avec vos étudiants. Oui, beaucoup. Puis je lui dis de ne pas se gêner que je réponds à peu près n'importe quand. Il m'écrit, tu vois, j'ai un élève qui travaille de nuit, il m'écrit à 2 heures du matin. Là. Fait que quand je me lève à 5h30, ben là, j'y fais sa petite vidéo puis j'y envoie avant de rentrer travailler. C'est un excellent service. Merci. Puis, dans vos approches et stratégies pédagogiques, en fait, vous faites beaucoup d'accompagnement, d'explication. Oui. C'est des choses que vous avez amenées avec le temps? Non, pas vraiment, pas encore, non. OK. Je pense que... m'approprier de matériel plus là, parce qu'on vient de changer de programme en maths sciences aussi. Là. Fait que faut tout gober ça en même temps. Puis l'approche avec les élèves n'est plus la même non plus parce que c'est des développements de tâches. Puis le matériel, on n'en a pas beaucoup non plus. Fait que, puis pour les élèves à distance, ben il faut en trouver aussi. Sur place, ça va vite, mais à distance, je ne l'ai pas. Tantôt, vous avez parlé un petit peu que vous avez des projets de faire du synchrone un petit peu plus. Je pense que vos stratégies pédagogiques vont arriver à ce moment-là. Oui, probablement, oui, plus, oui. Excellent. Julie, de votre côté? Je reprendrais un peu l'idée de Sonia. Je pense que effectivement, en début de parcours, du moins là, avec les cohortes dès le départ, d'avoir une gestion de classe très participative, ça aide énormément. Je vous ai mentionné les ateliers. Donc, quand la matière le permet, j'essaie de faire des groupes et j'essaie de faire en sorte que les groupes changent pour pas que les étudiants soient toujours ensemble. Et peut-être parce que ma clientèle est aussi une clientèle adulte, là, mais il reste que ça s'installe quand même très rapidement et naturellement, de façon générale. Je pense que la distance ne crée pas ça ne s'applique pas au rapport humain. Je pense que les étudiants qui prennent l'habitude de se rencontrer tous les jours, plusieurs fois par semaine dans la classe virtuelle, développent autant de liens que s'ils se rendaient physiquement dans un endroit. Et moi, souvent, je vois il arrive parfois qu'il y a des étudiants qui se diminuent
en classe en disant je m'excuse, je vous retarde, comment ça, je comprends pas. Puis j'ai toujours des étudiants dans le clavardage qui se disent ben non, c'est correct, moi aussi j'avais pas compris. Ou puis il y a des étudiants qui donnent des trucs, puis les étudiants se partagent des informations entre eux, des numéros de téléphone. Il y a toutes sortes de façons que les étudiants trouvent aussi de s'entraider. Et moi, je vois pas forcément des rapports qui sont diminués par la formation à distance. Excellent. Le gros défi en soi, puis Mme Derry l'a souvent mentionné, c'est la motivation. Je pense que lorsqu'on veut embarquer dans la formation à distance, oui, on a de l'intérêt, on a une volonté, mais on n'a pas de contrôle, en fait, sur la motivation des étudiants. Donc, comment voyez-vous la motivation? Qu'est-ce que vous faites pour, en fait, augmenter la motivation? Parce qu'avec le temps, les étudiants vont devenir essoufflés, vous allez devenir aussi fatigués de l'ensemble de vos tâches que vous avez, mais comment vous gardez votre motivation et comment vous faites participer davantage les étudiants? Donc, Sonia, je te laisse la parole. Oui, ben en fait, c'est beaucoup, moi, dans la pratique réflexive. Je les ramène toujours à leur contexte de responsabilité professionnelle, puis de rattacher finalement le contenu qu'on voit en classe avec justement des expériences professionnelles qu'elles rencontrent dans leur vie au travail, pour que ça fasse du sens pour eux. Puis c'est certain que nous, parce que, bon, je parle aussi pour mes collègues, parce que évidemment, je ne suis pas la seule enseignante et l'enseignement dans notre programme. Puis, au baccalauréat en sciences infirmières et comme dans beaucoup de programmes, il y a une grande partie des cours qui sont donnés par des chargés de cours. Je pense qu'il y a 70% des cours qui sont donnés par des chargés de cours. Fait que j'ai aussi à leur amener du soutien à ces personnes-là dans l'enseignement et l'enseignement. Mais ce qui est formidable, c'est que les personnes chargées de cours ont une grande expérience terrain. Donc, nous, on est là pour les aider peut-être à développer un peu plus les stratégies pédagogiques, les stratégies d'enseignement. Mais ça amène une belle variété. Fait que ça, je pense que ça nourrit aussi la motivation, les échanges entre les étudiantes, parce que on a des étudiantes qui finissent le cégep, qui ont peu d'expérience clinique, mais on a aussi des étudiantes qui sont des infirmières avec de nombreuses années d'expérience. Fait que les échanges en groupe nourrissent la motivation, justement, parce que ça vient alimenter sa pratique par le partage d'expérience. Excellent. Merci, Sonia. Julie, je te laisse la motivation. Toi, de ton côté, comment tu vois ça? Avec la clientèle que j'ai, moi aussi, j'essaie beaucoup de faire des liens avec le marché du travail. Puis je les oblige beaucoup à se situer par rapport à leur parcours professionnel, leurs attentes, les domaines dans lesquels les étudiants aimeraient travailler. Donc, on essaie de faire des liens beaucoup entre les cours et on les entoure quand même très bien aussi, en ce sens que je travaille vraiment de très près avec la conseillère pédagogique du programme, peu importe le programme dans lequel j'enseigne. Et quand on sent qu'un étudiant, tout à coup, il y a un peu plus d'absentéisme, on est en mesure de le voir, évidemment. Quand la qualité du travail diminue, quand il y a des travaux qui ne sont pas rendus, moi, souvent, je vais questionner le conseiller, la conseillère pédagogique. Est-ce que les enseignants ont fait des remarques par rapport à certains étudiants ou quoi que ce soit? Puis le conseiller pédagogique va souvent emboîter le pas, va faire des démarches aussi auprès de l'étudiant. Donc, ça arrive que ça nous permet de prévenir des situations des fois où l'étudiant arrive là, dans une impasse, puis finalement, à un moment donné, le découragement s'empare de lui. On essaie de trouver des solutions. Donc, on les motive, oui, par les nouvelles opportunités professionnelles qu'ils auront quand ils auront complété, mais en même temps, on est beaucoup à l'écoute quand même, puis on essaie autant que possible parfois de trouver des accommodements ou de les accompagner comme on peut, puis de les encourager aussi
dans la suite de leur programme. Puis, en fait, souvent, je vous parlais qu'on s'attache à nos étudiants. Je pense que c'est un phénomène qui est quand même naturel, distance ou pas à distance. Mais moi, dans mes années d'enseignement jusqu'à maintenant, j'ai souvent des étudiants, c'est un retour aux études. Parfois, ils ont des conditions pas toujours faciles, mais j'ai tellement des belles histoires de réussite. J'ai tellement des étudiants parfois qui ont eu accès à des emplois ou qui ont eu des opportunités professionnelles qui au-delà de leurs attentes, que moi, ça me nourrit. Puis je pense que je nourris mes étudiants à travers ça vraiment. Alors, je pense que formation à distance ou pas, là, c'est tout aussi important. Excellent. Madame Derry, vous, de votre côté, vous avez soulevé plusieurs fois la motivation. Donc, vous l'effectuez par le biais d'une communication constante. Mais avec ça, avez-vous d'autres trucs à partager pour la motivation? Pas vraiment, non. Il faut que je les relance souvent parce que moi, en formation générale, souvent, on passe en deux. Puis troisième choix, là, c'est moins important, ça presse pas. Et souvent, quand ils sont à AFP en même temps que nous autres, ils ne peuvent pas décrocher le diplôme en AFP tant qu'ils n'ont pas fait une formation générale. Fait que je relance, j'écris, je rappelle souvent. Je pense que vous êtes à votre place puis vous répondez bien aux besoins des personnes. Merci. Excellent. Donc, on avance un petit peu. On s'en va vers la fin de la table d'échange. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Donc, j'ai une autre question aussi. On a beaucoup de personnes qui sont venues aujourd'hui par intérêt, mais aussi pour débuter en formation à distance. C'est quoi les recommandations considérant votre bagage, votre expérience que vous avez en fait depuis de nombreuses années, que vous êtes capable de donner pour préparer un enseignant à la formation à distance? Donc, qu'est-ce qu'on peut donner ou partager aux autres personnes? Donc, Madame Derry, allez-y. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer parce qu'il faut apprendre les nouvelles technologies, il faut apprendre à se servir du matériel, il ne faut pas avoir peur de relancer nos élèves. Si on n'est pas prêt à s'impliquer, je pense que ça n'avancera pas en formation à distance. Donc, on parle d'implication, d'investissement aussi. Beaucoup de l'enseignant, oui. Puis, pour votre part, moi, je dirais de disponibilité quand on est en asynchrone peut-être. Oui, être disponible aussi, mais ça, on peut quand même céduler un horaire avec l'élève. Je suis libre de tel temps à tel temps, ou je peux te répondre à telle période, ou te dire, bon, je vais prendre tant de temps avant de te répondre. Et si l'enseignant en français qui le fait en français histoire, elle lui dit, je ne suis pas libre les fins de semaine, mais je réponds telle heure à toutes les journées. Je suis content que vous l'amenez. Je ne voulais pas le dire à votre place. Vous avez décidé de vous rendre disponible, mais en même temps, on peut, dans notre contrat de classe, pour dire, bien, je vais faire, en fait, du support de telle heure à telle heure, je vais être disponible par rapport à ça. Oui. Excellent. Je vais juste répondre à une question en clavardage, une question qui était posée. Donc, le mode examen d'Envia, ça permet, en fait, d'activer l'ensemble des caméras à tous les étudiants. Ceux-ci sont enregistrés pendant l'examen, mais personne ne peut se voir entre eux. Donc, c'est une option disponible dans VIA qui n'est pas disponible dans Zoom. Donc, je continue avec Sonia pour qu'est-ce qu'on peut dire pour préparer correctement les enseignants? Ben, en fait, c'est ça, je vais faire un petit pouce sur ce que Mme Berthier et Mme Derry ont dit. En fait, ça demande beaucoup de disponibilité, de flexibilité. Les relations deviennent vraiment importantes parce que justement, ça contribue à nourrir la motivation des étudiants qui sentent que leur réussite nous tient à cœur. Parce que pour moi, la réussite, c'est vraiment partagé. C'est une responsabilité partagée entre les étudiants et l'enseignant. Puis, ça demande de l'investissement, tout comme l'enseignement en présence, mais peut-être plus de flexibilité, d'adaptation. Puis, donc, un des facteurs, je pense, c'est de bien maîtriser son contenu pour que quand, dans notre enseignement, on ne soit pas concentré sur le contenu, mais sur l'étudiant, sur l'apprenant. Justement, d'être à l'écoute des besoins des étudiants, c'est super important. Et en fait, pour aller dans le sens de ce que Mme Derry disait, moi aussi, je suis du genre à donner mon numéro de cellulaire aux étudiants, puis ils m'envoient des messages textes. Fait que, bon, soir, fin de semaine, ça n'a comme pas vraiment de limites. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est d'exprimer nos disponibilités, mettre des barèmes aux étudiants, parce que sinon, ça crée des attentes. Puis quand on crée des attentes, on peut créer des insatisfactions aussi.
Puis moi, ça, j'ai eu beaucoup à apprendre là-dedans parce que je suis quelqu'un qui s'engage beaucoup, qui aime beaucoup les étudiants, justement, comme Mme Mercier disait, on s'attache aux étudiants. On souhaite leur réussite, que ça ait vraiment de l'impact sur leur parcours professionnel. Puis des fois, on a l'impression qu'on veut plus que les étudiants. Ça fait que ça, à un moment donné, il faut comme réajuster un petit peu nos limites aussi, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une certaine ouverture, d'accepter que les compétences, ça se développe vraiment au fil du temps. Puis de voir justement tous ces outils-là comme un soutien et non pas une fin en soi. Oui, la techno, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Puis comme une grande personne que j'admire beaucoup, Daniel Lavillois, disait toujours qu'un enseignant qui est super dynamique en classe peut l'être aussi en formation à distance. Un enseignant qui peut être plate, il va être aussi plate. Ça ne fera pas d'amélioration en soi avec les technos. Donc, j'avais bien aimé sa phrase de ce moment-là. Madame Mercier, de votre côté, vous, qu'est-ce que vous pouvez partager à des personnes qui désirent débuter en formation à distance? Bien, je pense que c'est d'accepter qu'on ne vient pas forcément à l'aise et habile avec tout de suite. C'est la théorie des petits pas. Je pense qu'il faut commencer lentement. On commence à utiliser un nouvel outil, on s'adapte à la classe virtuelle. Après, on peut intégrer, mais ça ne donne rien d'essayer de tout faire en même temps. On y va vraiment étape par étape. Et on peut se donner des petits défis professionnels pour se motiver aussi quand même à s'améliorer. Mais je pense qu'il faut avoir des objectifs réalistes, je dirais. Puis, comme Sonia le disait, je pense que c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. Il ne faut pas perdre de vue notre contenu. Puis quand on est intéressant dans une classe traditionnelle, on va l'être tout autant dans la classe virtuelle et effectivement, si on est l'inverse est aussi. Ce qu'il faut se préparer par contre, et ça m'a pris quand même un certain temps avant de l'exprimer. Je le sentais, mais je l'avais pas exprimé jusqu'à temps que je me mette à accompagner d'autres enseignants. Le rythme dans la classe est quand même très différent dans une classe traditionnelle. Je vous explique, quand on est dans une classe et que tous les micros sont fermés, on parle, on n'entend pas de bruit. Et moi, souvent, mes étudiants, je leur dis, écoutez, si vous avez perdu le fil, si vous avez une question, arrêtez-moi, parce que moi, je suis comme un train qui avance. Tant que j'ai pas d'interruption, je continue. Alors, des fois, j'arrête mon débit, puis je dis, bon, est-ce que ça va? Êtes-vous sûr? Mais je demande souvent à mes étudiants, n'hésitez pas, dites-le moi, arrêtez-moi. Peut-être que votre collègue n'a pas compris non plus, mais qui n'a pas osé intervenir. Mais souvent, on va arriver, on va poser une question, et là, c'est le silence total. Et il y a toujours un décalage entre la réponse de l'étudiant et la question de l'enseignant. Au début, c'est déstabilisant parce que on n'aime pas les silences dans la classe virtuelle. Puis là, on a l'impression, ben là, ils sont plus là, ils nous écoutent pas. Pourquoi qu'ils répondent pas? Mais c'est pas aussi instantané que dans une vraie classe. Alors, avec le temps, on apprend à gérer ces silences-là, puis même on finit par les trouver utiles parce que ça permet parfois de se poser, mais on a des étudiants qui vont toujours, à chaque fois qu'ils vont ouvrir leur micro, vont dire « Est-ce que vous m'entendez? » Oui, je t'entends. Tu peux y aller. Pas de problème, ton matériel, il fonctionne. Et il y a des gens. Donc, forcément, juste ça crée un petit décalage dans l'intervention, dans l'échange qu'on a avec l'étudiant. Mais ça, au début, ça déstabilise, mais on apprend à gérer ça. Mais des fois, on a tendance à vouloir occuper ce silence-là, puis d'aller un peu trop vite. Mais dans le fond, je pense que c'est bénéfique. Il y avait une question tout à l'heure sur la charge de travail. Juste dire que moi, je pense que pour certains éléments, il y a des gains. Parce que quand on a un contenu qu'on a développé, puis qu'il y a des trucs qui se corrigent tout seul, je vous donne un exemple. Moi, quand j'utilise Moodle puis que je crée un dépôt pour un travail, j'ai appris à intégrer mes grilles d'évaluation dans mon dépôt Moodle, dans mon activité Moodle. Alors, quand vient le temps de corriger des travaux, la grille est intégrée, la grille est hyper détaillée. Parfois, certains travaux, ça se corrige extrêmement bien comme ça.
avec le temps, on en gagne, mais au début, j'ai dû investir du temps. Donc, je pense que ça doit finir par se ressembler. On gagne, on a des gains de temps sur certaines choses, mais pour d'autres, c'est un peu plus long. Mais je crois pas que ça ait un impact. Tout ça s'accumule puis ça finit par se ressembler, je pense. Excellent, merci. Donc, dernière question. Je veux juste voir qu'est-ce que l'avenir vous réserve en tant que professeur, chargé de cours ou enseignant. Donc, en une phrase peut-être, c'est quoi votre prochain défi, votre prochain projet pour la FAD? Donc, Madame Derry, pour vous? Faire de la visio, que je fais de l'interaction directe avec les élèves. Donc, utiliser en fait un outil pour parler et se voir. Oui. C'est ça, c'est vous qui voulez l'amener ou ça a été imposé? Non, c'est moi qui veux l'amener, c'est moi qui veux l'essayer. J'ai fait un petit peu de Skype, j'ai pas aimé Skype, mais je veux essayer autre chose pour voir comment est-ce qu'on pourrait fonctionner là, pour se voir en direct, parce que des fois, de voir l'élève qui accroche sur quelque chose, ça nous aide à donner des explications. C'est ce que j'ai pas. On parlait tout à l'heure, vous parliez tantôt d'utiliser une nouvelle technologie. Je peux vous dire que les premières fois que je faisais des démonstrations, je parlais tout seul à ma tablette, je me trouvais drôle, oui. Je trouvais ça bizarre. Excellent, merci. Sonia, de ton côté? Pour moi, c'est d'intégrer Zoom finalement en complémentarité avec le téléenseignement. C'est arrivé récemment des étudiants du tutorat qui se sont joints par Zoom. Là. Donc ça, c'est en développement. Finalement, je pense que ça va être intéressant. Excellent, c'est un beau défi. Julie, de votre côté? Ben, rien de très précis, si ce n'est que de continuer à surfer sur la vague, à continuer cette vague-là qui, je trouve, est vraiment intéressante. Moi, le fait que ça me permet d'atteindre, de toucher des gens qui ne sont pas, qui sont loin de moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, un défi, ce serait peut-être de continuer à semer des petites graines un peu partout, puis de passer le message que la formation à distance n'a rien à envier à l'enseignement traditionnel. Excellent. Donc, ça fait un petit peu le tour de la table d'échange qu'on avait aujourd'hui. Premièrement, je voudrais vraiment remercier les 3 participantes qui étaient là, qui se sont ouverts corps et âme. Donc, vous avez vraiment exprimé. Puis, je pense que vous avez dit les vraies choses. Il y a des beaux côtés, il y a aussi des côtés plus négatifs. Ça prend de l'engagement, ça prend du temps aussi. Puis, essayez, osez aller de l'avant, osez essayer. Puis, présentement, les personnes qui sont là, ben, c'est des personnes comme vous. C'est des agents contaminateurs qui vous ont partagé un petit virus de la FAD, mais maintenant, agissez avec l'expérience de ces personnes-là et allez aussi être accompagnés par des ressources dans chacun de vos établissements. Il y a des rétiques, il y a des récits, il y a des équipes pédagogiques, il y a des équipes de soutien, et même Fadio, il y a une équipe de soutien pédagogique au niveau régional. Donc, c'est super intéressant. Allez-y, osez. Okay? Donnez-vous un objectif cette année, osez aller de l'avant, essayer des choses, et c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'on est capable. Donc, encore une fois, merci infiniment les filles, c'était vraiment intéressant, ça m'a vraiment touché. Merci à tout le monde aussi. S'il y a des questions, des commentaires, vous désirez partager avec tout le monde, n'hésitez pas. Donc, Hélène, il y a des personnes dans le clavardage qui te disaient que vous pouvez essayer Apérine ou Zoom aussi, qui peut être super intéressant. Vous le voyez, Zoom, au niveau de la qualité vidéo et interaction, c'est vraiment, excusez le terme, sur la coche. C'est vraiment bon. Donc, Sébastien Ross dit, oui, Zoom gratuit, c'est limité à 2 personnes et pour 40 minutes, mais pour vous, peut-être, vos relations de 15-25 minutes, ça peut répondre à votre besoin. Merci. Nelson, pour l'étiquette, où on va la trouver, l'étiquette de Mme Mercier? Oui, l'étiquette de Mme Mercier va être disponible sur le site web de Fadio. La table d'échange a été enregistrée aujourd'hui. Elle va être téléversée dans le site web de Fadio, dans YouTube, et l'étiquette va être aussi disponible directement. Une invitation, la semaine de la FAD continue, ce n'est pas terminé, donc restez à l'affût des différentes activités disponibles. J'invite Michel à copier-coller le lien de la FAD et la prochaine activité que nous avons est demain, le 20 mars, à 9 h, au niveau des capsules
de vidéos interactives. Donc, Nelson, je t'arrête, il y en a une tantôt. allez l'après-midi. Oui, il y a une table d'échange sur les pratiques dynamiques à la formation générale des jeunes. Merci, Mylène, de me À 3 reprendre. heures. Donc, c'est un rendez-vous à 3 heures. C'est le même lien. Allez-y. On vous invite. C'est gratuit. Partagez la bonne nouvelle dans vos établissements. Et encore une fois, ce fut un plaisir de partager mon heure de dîner avec vous et au plaisir de se revoir tout au long de la semaine au FADIO. Merci de l'invitation. Bye bye. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.